Ah, Robin, t'es là. Je te cherchais partout. Qu'est-ce que tu fais? Ah, salut! Bah, j'écris une lettre à ma grand-mère. Ah, et elle va bien? Ouais, on discute de plein de choses. Je lui demande des clarifications et des témoignages. Ah, des clarifications genre sur sa recette de lasagne ou du tiramisu, des gnocchis peut-être? Non, parce que j'avoue que mettre un peu de farine, mais pas trop, 2 tiers de la moitié du lait, mais pas autant que le mascarpone, elle est sympa ta grand-mère, hein, mais on n'a jamais réussi à refaire ses recettes. Non, t'es con. Non, depuis que j'ai vu ce film, là, j'ai plein de questions à lui poser. Tu sais, comment c'était? Comment elle l'a vécu? Comment ses parents l'ont vécu? La séparation après les guerres, pour le travail? Puis comment elle fait pour élever 4 enfants seuls dans un pays où elle parle pas la langue? Je pense que j'ai toujours entendu les histoires, mais je les ai jamais vraiment comprises. Ah ouais, non ouais, c'est clair qu'avec une vie comme ça, on peut pardonner les recettes un peu floues. Ah, tiens, en parlant de recettes, je t'ai refait du tiramisu, ça va nous mettre du baume au cœur. Enculé, oh. Vous êtes bien dans 12 FPS et aujourd'hui on vous parle de Interdit aux chiens et aux Italiens. Oh, grazie, Nola. Hé, rapido! Ouais, Erasmo! T'entends ce rythme endiablé? Ça fait danser les races. Bonjour et bienvenue dans 12 FPS, le podcast qui parle d'animation, animé par des animateurs. Aujourd'hui, on vous parle de Interdit aux chiens et aux Italiens, film d'animation en stop motion sorti en 2022, réalisé par Alain Huguetto. Au doublage, en VF, nous avons Ariane Ascaride qui double Cesira, Laurent Pasquier qui double Vincent, Stefano Paganini qui double Luigi et Alain Huguetto qui fait office de narrateur. Le film a remporté, notons-le, le prix du jury à Annecy en 2022. Avec moi aujourd'hui pour parler du film, Robin. Buongiorno. Buongiorno, come vai? Bene, tout a posto. Ok, donc c'est toi qui vas résumer le film? Ouais. Parce qu'on a dépassé mes compétences d'italien là. D'accord. Ok. Alors, je vais résumer le film ou je résume l'histoire de ma famille. Ok, Un des deux. les deux, bah, vas-y. Non, mais je vais résumer le film. Donc, on parle d'une famille italienne qui vit au pied du mont Viso, dans un village qui s'appelle Ughetera, et qui, donc à cette époque, il y avait une migration saisonnière de la part des Italiens en France pour aller trouver du travail. En fait, parle donc de la migration de ces Italiens à l'époque de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Pour aller trouver du travail, des meilleures conditions, sortir de la pauvreté, parce que l'Italie, c'était vraiment un problème à cette époque-là. Et aussi l'arrivée en France, comment ils ont été traités, tout le racisme et la xénophobie auxquels ils ont dû faire face. C'est vraiment, on suit le cours de la famille d'Alain Huguetto, parce que c'est vraiment autobiographique de sa famille. Et il y a des choses qu'il a imaginées, parce qu'il n'avait pas tous les détails, et des choses qu'il a dû revisiter. Mais en fait, ça raconte l'histoire de sa famille et l'histoire de plein d'autres familles, puisque c'est pas les seuls Italiens qui ont immigré en France pour des meilleures conditions. Et donc, tous les problèmes auxquels ils ont dû faire face. Et Interdit aux chiens et aux Italiens fait référence à la pancarte qui était mise sur les bars ou les endroits publics où ils ne voulaient pas ni d'Italiens ni de chiens. Donc, les Italiens étaient relayés au rang de chiens, qui, malheureusement, a été après dérivé avec les Juifs, avec les Arabes et tout ça, dans tout plein de pays. Et le seul truc qui est resté, c'est les chiens, malheureusement. Et du coup, voilà un petit peu l'histoire. C'est très linéaire, hein. C'est vraiment l'histoire d'une famille qui essaye de sortir et qui essaye d'avoir de meilleures situations, de survivre dans une époque qui était complètement différente de la nôtre, en fait. Et c'est un témoignage de cette époque-là. Merci. Notre avis sur le film, c'est maintenant et tout de suite. Bonjour tout le monde, vous avez aimé le spectacle? Qu'est-ce que t'as pensé du film? Alors, c'est un très beau film, très émouvant. Moi, je suis directement concerné parce que c'est fondamentalement l'histoire d'une partie de ma famille. Les 3 générations d'Italiens qui ont immigré en France pour des meilleures conditions. Tout ça, c'est... En fait, quand je voyais le film avancer, toutes les étapes par lesquelles ils sont passés, j'avais l'impression que c'était ma grand-mère qui me racontait l'histoire de notre famille, avec forcément d'autres aspects, d'autres endroits, d'autres problèmes aussi. Mais les premiers trucs qui sont la pauvreté, le fait qu'on allait chercher du travail en France de meilleures conditions, la relation à distance, le fait qu'on retournait au village, ce genre de trucs-là, c'est vraiment tout un truc qui, moi, m'a personnellement beaucoup touché, parce que c'est mon histoire, c'est partie de moi. Donc, je dirais que c'est un film, encore une fois, qui est important, parce que, comme je disais, c'est un témoignage de cette époque, et qui en fait, au-delà de...
s'adresser juste aux familles italiennes, ça s'adresse à toutes les familles de migrants qui viennent dans d'autres pays pour des meilleures conditions et qui essayent de s'en sortir et qui doivent affronter le regard des autres, le regard des gens qui sont dans leur pays et ainsi de suite. Et voilà, après le fait de l'avoir fait en stop motion, encore une fois, on revient à la discussion qu'on avait eue sur Funan, qui permet d'adoucir certaines choses, qui permet de rendre le tout plus homogène, parce que c'est aussi un sujet qui est difficile à aborder. Et après, je pense que ça n'aurait pas dénoté de le faire en live action non plus. Mais et le fait d'avoir choisi aussi ce style de stop motion là, qui est très différent de ce que fait Laika ou quoi, c'est un truc très à l'européenne, on en reparlera après. Ça supporte aussi le propos, puisque voilà, Alain Huguetto était vraiment dans une démarche de faire ressentir énormément la pauvreté dans laquelle sa famille vivait, et on y reviendra, les décors, tout ça, la stop motion donne vraiment cette patine là au film. Et toi, t'en as pensé quoi? Alors, je sais pas trop, Ouais. justement. Donc, comme tu disais, c'est pour toi un truc très personnel, et comme moi, ça me concerne pas du tout, j'ai pas eu beaucoup d'intérêt pour le film en le regardant. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça intéressant sur certaines idées de mise en scène, visuellement aussi. On avait déjà vu les marionnettes à Annecy, on avait pris des photos d'ailleurs. On peut les mettre là dans le On les montage. mettra dans le montage, vous pouvez les voir sur notre compte Instagram, elles y sont. Mais au niveau de l'histoire, quand tu dis que la stop motion, ça rend un peu plus homogène, je suis d'accord, mais moi je trouve que justement c'est trop et que ça aplatit un peu trop les contours du truc en fait. J'ai trouvé que le côté xénophobie, le côté justement racisme et tout, on le ressent pas assez dans le film et qu'en fait on le ressent surtout dans le titre. Et il y a une référence au titre à un moment. Mais à part ça, c'est l'histoire d'une famille qui galère. On voit la pauvreté effectivement dans laquelle ils sont au début, mais ils finissent par s'en sortir. Alors, il se passe plein de trucs affreux, tout le monde meurt. Il y a plein d'enfants qui meurent, mais c'est aussi l'époque où il y avait beaucoup d'enfants et il y a beaucoup d'enfants qui mouraient. Et du coup, j'ai pas senti particulièrement ce côté. Comme tu disais, ça aurait pu arriver à n'importe quelle famille de n'importe quel pays, donc ça, oui. Mais au final, tu sais, tu finis le film, tu fais, ça va en fait. Enfin, ils s'en sont bien sortis. Oui, ils sont passés par des épreuves vraiment dures. Il y a des scènes qui sont vraiment belles aussi là, quand ils font la guerre, là, qu'ils reviennent, les frères reviennent plus un par un et tout. Mais voilà, quand j'ai fini le film, j'étais un peu sur ma faim en disant, il manque un peu quelque chose. Le film est assez court. Ouais, c'est 1h07, un C'est truc comme ça. ça. Ce qui est bien, hein, c'est bien. Puis tu sens que c'est quand même une démarche très personnelle du réalisateur. Et du coup, je me suis ça m'a pas touché. Mais après, j'en ai parlé avec ma compagne qui, elle, a son grand-père maternel qui a vécu la même chose. Donc, l'émigration d'Italie et tout. Puis elle me disait, en fait, elle m'a dit exactement la même chose que toi. Elle avait l'impression que c'était son grand-père qui lui racontait son histoire. Et donc, je me suis dit, ok, donc il y a un truc quand même commun, une espèce d'histoire commune de famille et tout, que moi, j'ai pas vécu particulièrement parce que mes grands-parents des deux côtés sont français. Ouais. Et donc, s'il y a eu des histoires d'immigration, ce qui est possible, ça remonte à bien trop longtemps pour que Bien sûr. j'ai des témoignages oraux de ça. Cela dit, le film était quand même cool à voir parce que la musique et le son sont extrêmement bons, je trouve. Il y a une attention portée aux détails, notamment sur le son, que je trouve cool. La mise en scène, il y a vraiment le fait d'intégrer. D'habitude, j'aime pas les films avec trop de narration. Mais là, ça match très bien. C'est plus un dialogue. Hein. Ouais, c'est ça. Parce que c'est un dialogue et parce que je vais en reparler dans mon coup de génie. Il y a vraiment un parti pris très fort avec ça, d'intégrer le narrateur dans l'histoire, mais même dans l'animation, dans le visuel, on voit les mains du narrateur. Ça, j'ai pas du tout adhéré, tu vois. Ah ouais, moi j'ai trouvé que c'était une super idée. Pas toujours très bien amené, puis tu sens que c'est un tout petit budget. Hein. Ouais. C'est son premier film, je pense. Il y a des bonnes idées comme ça. Au niveau image, les marionnettes, je les trouve cool. Les décors intérieurs, je les trouve cool. Tout ce qui est texture un peu, c'est vraiment cool. Les décors extérieurs, j'étais moins convaincu. Il y a beaucoup de trucs qui sont très uniformes, très... tu sais, il n'y a pas vraiment d'identité. Non, c'est pas mal de décors extérieurs dans certains fonds. Il y a aussi des choix que je trouve dommages. Peut-être que c'est des histoires de budget, mais genre d'avoir fait le feu en VFX. Par-dessus la stop-mo, là où tu aurais pu trouver une petite idée avec du papier. On va revenir sur la condition de production parce que ça... Donc oui, j'imagine qu'il y a vraiment pas mal de trucs là-dessus. Mais voilà, donc pas autant concerné. Donc je pense que c'est un film aussi qui s'adresse à un public assez restreint. Mais c'est hyper sincère dans la démarche et ça, j'ai quand même apprécié. Je sais pas à quel point c'est restreint, à quel point t'arrives... Ouais, je comprends que t'as pas vécu l'histoire, mais moi, je l'ai pas vécu. Tout ce que j'ai vécu, c'est ce que mes grands-parents et mes parents et mon arrière-grands-parents m'ont Non, je veux raconté. dire, j'ai pas vécu cette transmission familiale. Ouais, je comprends, mais après, je vois très bien. Je veux dire, si on reprend par exemple ce qui s'est passé avec Funan, je n'ai pas vécu ce qui se passe, mais j'arrive très bien
à me mettre à la place des horreurs de ce qu'ils ont vécu. Ouais. Mais je trouve que c'est plus fort dans Funan, là où, c'est ce que je disais, en fait, ce qu'ils ont vécu, oui, mais j'ai l'impression de l'avoir, je sais pas si c'est une question de l'avoir déjà vu dans d'autres films, ou si c'est pas assez fort pour quelqu'un qui a pas Ouais, après, je pense... cet historique-là, en fait. Ouais, je pense que oui, c'est dans le nom, le titre du film implique que oui, il voulait parler de la xénophobie, et je suis d'accord que c'est peut-être pas assez fort dans le film. Mais peut-être parce que il y a quand même des trucs super violents, genre les premiers mots de français que mes enfants ont appris, c'est Oui, fils c'est de ça. pute de macaroni. Bon, et je pense que ouais, il a sûrement coupé des passages un peu trop violents de ça, parce que en fait, c'est déjà assez horrible. Enfin, il y a déjà, c'est tellement dense, les guerres, les frères qui partent, les enfants qui partent, enfin qui meurent. Enfin, ce que je veux dire, il y a beaucoup de trucs où ouais, je il y a un comprends, côté aussi où ils acceptent leur sort. Et parce du que t'as coup, pas le choix en fait. oui, il y a Ils pas avaient le choix, juste mais du coup, choix. ça lisse un peu certaines choses. Ouais. Et un des reproches que j'avais par contre, c'était, et je pense que ça vient de le fait de l'avoir fait en stop motion ou des choix de réalisation et de mise en scène, c'est qu'au bout d'un moment, il y a certains personnages qui meurent où ça devient un peu cocasse en fait. Genre, il y a des gens qui sont écrasés par des trucs, Ah ouais. des choses comme ça, et en fait, c'était pas vraiment. Il y en a où c'est vraiment tragique, notamment quand les frères reviennent de la guerre et à chaque fois il en manque un. Ça, c'est vraiment dur. Je trouve que c'est très bien mis en scène, mais il y a des moments où c'est presque un peu comique, la mort Ouais. de certains personnages, et j'étais là, je sais pas si c'est le but ou si c'est juste un peu mal mis en scène ou ridiculisé par Oui, le j'ai côté plutôt trouvé animation. surprenant, c'est inattendu, et d'un coup tu fais d'accord, ok, Ouais, il c'est est ça, mort. mais au bout d'un moment, il y a un truc que j'ai noté, mais en fait, ils meurent tous. Genre. Oui. Et du coup, ouais, c'est un peu bon, ok. Bah ouais, après dans la démarche de Alain Huguetto, d'après les interviews que j'ai vues, pour lui c'était plus une enquête en fait. Ouais. Une enquête, et surtout essayer de comprendre comment tu vivais à l'époque-là, comment t'affrontais ces trucs-là. À l'époque, enfin, c'était les guerres, c'était les épidémies, et comment t'affrontais tout ça sans aucun des moyens qu'on a maintenant. Mhm. Et surtout, de ce qu'il lui disait dans une interview que j'ai trouvé intéressant, triste mais intéressant, c'est qu'il disait que c'est sûrement ce qui va nous arriver dans les prochaines années, les guerres et les épidémies. Et que du coup, en fait, expliquer et rappeler aux gens que des gens avant l'ont vécu, s'en sont sortis, ont fait une famille et ont vécu une période prospère, ça existe et c'est des cycles, et que potentiellement on va être amené à revivre la même chose, et que ce film-là est un témoignage de l'existence de ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Ok, j'avais pas vu cette interview, c'est intéressant. Mais ça, c'était intéressant, ouais, de son point de vue en tout cas. Ouais. On passe au... Coup de génie. C'est brillant, brillant, brillant. Des génies à l'état pur. Le coup de génie. Et alors je vais vous parler du tout début du film. Donc ça commence par la narration du réalisateur, tout simplement, puis qui explique l'histoire de sa famille, qui commence à parler de Uguetera, le village à l'ombre du mont Viso, où il n'y a pas grand-chose et tout le monde a le même nom. Et en fait, il dit qu'il y est retourné et qu'il a ramené des choses de là-bas, et c'est avec ces choses-là qu'il commence à faire son film. Et en fait, on le voit fabriquer les décors en carton. Et on le voit faire enfin, on le voit pas vraiment faire la marionnette, mais on le voit habiller la marionnette, lui mettre un foulard. Et au moment où il parle de sa grand-mère, en fait, et quand il parle, c'est là où la marionnette prend vie, en fait, sous ses mains. Et j'ai trouvé cette idée de mise en scène, qui a déjà été faite, hein, d'ailleurs, c'est pas un truc hyper nouveau, hyper original, mais j'ai trouvé que c'était vraiment bien amené. Et il y a ce côté, justement, créer le lien avec ses ancêtres. Très visuellement, en fait, c'est très bien expliqué. Et du coup, il y a tout un jeu un peu tout au long du film entre ses mains. On voit que ses mains à lui et on entend sa voix, et entre ses mains donc et les marionnettes. Mais il n'y a pas de jeu d'échelle. C'est vraiment ses mains sont à l'échelle normale par rapport aux marionnettes. Et donc ça marche très bien. Donc par exemple, il lui file une petite tasse de café, mais c'est une micro tasse de café il la prend, il la boit hors champ et tout. Puis la seule réaction qu'on voit, c'est sa main qui se pose, genre oh putain, il est fort ton café et tout. J'ai trouvé que c'était vraiment bien aimé. C'est un truc qui m'a marqué le plus, je dirais, dans le film. Il y avait plusieurs moments, mais j'ai choisi celui-là parce que pour moi, c'est vraiment cette idée de mise en scène qui se poursuit dans le film que j'ai Ça trouvé fait écho. intéressante. Ça fait écho à sa recherche pour le film. Ok. Où en fait, pour le film, il a été demandé à tous les cousins, les frères, les oncles, les tantes qui étaient encore là, ce qui se rappelait de ça, ce qui se rappelait de ce moment-là, ce qui se rappelait de ce qui était raconté dans la famille. C'était une enquête. Ouais. Et donc en fait, la Cesira, c'est la seule grand-mère qu'il a connue, avec qui il a grandi, il le dit dans l'extrait. Et en fait, il lui pose des questions. Comment c'était à cette époque? Comment on vivait? Et elle lui raconte que la terre, c'était... on dépensait tout pour un lopin de terre, parce que la terre, c'était tout. Et que c'est la misère, c'était partout, et tout ça. Et là, tu disais où tout le monde s'appelait pareil. Il est retourné dans le village. Ouais. Il y a aussi un petit documentaire de ça, où on le voit retourner sur le village. Alors, le village, c'est rigolo. C'est vraiment sur la crête d'une montagne. C'est une ligne.
Ouais. avec une cinquantaine de baraques en ruine qui restent là et un cimetière. Et dans le cimetière, c'est que des Huguetto, le nom de famille. Et ce village, moi, quand je l'ai vu filmer, j'ai fait, on dirait le village Ouais. dans lequel ma Mais c'est grand-mère vivait. c'est assez fou parce que tout le long du film, tu vois la pauvreté et l'isolement dans lequel ils sont. C'est très bien retranscrit. Et du coup, le fait de l'avoir fait en stop motion avec très peu de décors, et en fait, ils ont peu de choses, Ouais. ça marche très très bien. Bon, après, il y a d'autres séquences que j'ai bien aimées, mais celle-là, c'était celle dont je voulais parler. On reparlera peut-être des autres après, Bah, je notamment parlais de la mienne après. avec les fascistes et les nazis, là. C'est des séquences qui sont bien aussi, mais celle-là, l'idée de mise en scène est intéressante en tout cas. J'aurais bien aimé connaître mon grand-père, Luigi. Et ma grand-mère César, elle, je l'ai connue. Je me souviens de cette dame tout en noir que j'appelais Mémé. En parcourant les endroits où elle a vécu, j'ai réalisé tout à coup qu'avant de s'appeler Mémé, ma grand-mère était César, qu'elle avait été jeune et belle, qu'on l'avait désirée et qu'on l'avait aimée. Quel beau foulard. À Angleterre, ils m'ont dit que c'était les habits de travail que les femmes piémontaises portaient pour aller travailler. Ah, tu es allé à Uguetera. Il ne reste plus rien d'eux, hein. Je t'ai rapporté tout ce que j'ai trouvé. Mais c'est surtout de la terre que tu voulais. Ah, la terre, c'était tout. C'était elle qui nous faisait manger. On était avides de terre. On faisait des sacrifices terribles pour acheter un lopin. J'aime beaucoup la doubleuse de Je vais en César. reparler après aussi, Ouais. c'est intéressant la manière dont c'est arrivé dans son film. Mais elle est vraiment tout doux, la voix. C'est vraiment une voix de grand-mère un peu. Ouais, bah c'est une des raisons. Moi, mon coup de génie à moi, c'est plus tard. C'est vraiment pile poil au milieu du film. Donc, on l'a dit, hein, ce film, bah, c'est ancré dans le réel. Hein, donc, ça parle. Donc, au début, il y a la Première Guerre mondiale où les Italiens partent faire la guerre en Afrique. Et après, il y a la Deuxième Guerre mondiale. Tout au long du film, il y a un planté récolté, hein, qu'on n'a pas utilisé depuis longtemps comme terme, où en fait, il montre les trois frères assis sur trois bûches en train de regarder le Mont Viso et, au loin, et juste de regarder la nature, et on les voit de dos. Le premier frère, il meurt de... C'était la guerre en Afrique ou c'était une maladie? Ouais, en Afrique. C'est en Afrique? En Libye, ouais. En Libye. Et du coup, donc là, il y a deux frères qui reviennent, et donc il y a une des bûches qui reste vide. Et en fait, cette mise en scène, moi, m'a vraiment touché parce que c'est vraiment du show don't tell. C'est genre, j'ai pas besoin de... Enfin, on voit qu'il meurt, mais le fait de te le faire rasseoir à l'endroit où il s'asseyait avec ses frères, où tous les trois, ils regardaient la nature, bah, c'est tellement touchant, en fait. Et on arrive donc à ce moment où il parle de la Deuxième Guerre mondiale. Et la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu deux points de vue. Donc, il y a eu le point de vue de son frère qui, en fait, mentait à sa femme pour lui dire que tout allait bien, que l'armée italienne, c'était super, qu'on gagnait, tout ça. Et à côté, tu avais les lettres que Luigi envoyait à Cesira qui racontaient la vérité, qui racontaient donc exactement ce qui se passait et à quel point c'est des conditions horribles dans les tranchées. Et on a le retour après la Deuxième Guerre mondiale où, en fait, un de ses frères s'est fait tuer par un obus. C'est la première. Non, c'est la deuxième. Non, quand on a les tranchées, c'est la première. C'est la première, pardon. Ouais. Et du coup, il revient de là, il a pu son frère et il s'assoit au milieu. Et donc en fait, il y avait vraiment un super parallèle au niveau de l'écriture entre un frère qui ment et en fait, juste nous, on entend ce qu'il raconte. Après, on entend la version de Luigi et on voit après des plans de eux dans les tranchées en train de se battre pour un truc qu'ils comprennent pas trop en fait. Pour un truc qu'ils comprennent pas trop, qui les dépasse et auquel ils sont obligés d'aller et que comme ils sont pas trop éduqués, comme ils ont pas trop d'argent et tout, c'est juste tu fais ce que ton pays te dit de faire à l'époque, hein, c'était comme ça et tu te retrouves au milieu d'horreurs et que t'étais pas censé voir dans ta vie et c'est ça. Donc je trouvais ça très beau, très touchant, très triste et du coup je trouve que c'est vraiment une des meilleures mises en scène du film à ce niveau-là quoi. Il y a le côté aussi, comme tu disais, ils comprennent pas pourquoi ils y sont, et puis c'est vraiment nous non plus. On comprend pas en tant que spectateur parce qu'à un moment ils sont au village et de l'autre on leur dit ils repartent à la guerre. On leur donne pas de questions, Ah oui. Tu sais, il y a aucune raison pour eux et même tu sais il y a tout le côté politique etc. est complètement enlevé de l'équation. C'est juste vraiment des allez-y et ils y vont. Et c'est un peu de la même façon où ils se posent pas de questions quand ils doivent aller travailler quand ils font le tunnel là, c'est super dangereux mais ils se posent pas de questions parce qu'il faut y aller et il faut y aller point.
Mais parce que personne, il n'y avait pas de droit du travail, il Ouais, n'y avait c'est ça. rien. Quoi. On te demandait de le faire, tu étais immigrant, on ne te payait pas cher. Ils le disent, hein, Ouais. les Italiens, ils n'avaient aucune honte, ils n'avaient aucune une humilité propre. Ils Ouais. leur faisaient faire toutes les merdes qu'ils pouvaient faire. Ouais, et parce puis, qu'ils n'avaient pas le choix. Ouais. Parce qu'ils n'avaient pas le choix, en fait. Et c'était extrêmement compliqué et triste. Cesira. Dans les tranchées, on n'a même plus faim tellement on souffre et tellement on a peur. On monte à l'assaut comme des chèvres qui vont manger du sel. Les hommes sautent les tranchées en récitant le chapelet. Ils meurent comme des mouches. Nous sommes comme des taupes. On nous a jetés en enfer. Giuseppe! Et donc, en fait, on l'entend même dans l'extrait, ils se considèrent plus comme des hommes. Ouais. C'est que des comparaisons à des animaux, des taupes, des mouches, Ils ont oublié qu'ils étaient humains et ils doivent juste faire un dur labeur. Enfin, c'est même pas un labeur, hein, Ouais. c'est une horreur. Hein. Mais il n'y a même pas vraiment de deuil. Tu sais, juste, quand son frère meurt, il s'exclame son nom, puis quand il voit que il peut plus rien faire, il accepte Mais ça, le et tout ce sort, qu'il quoi. ramène au village, c'est sa guitare Exact. Ouais. qu'il dépose sur la bûche sur laquelle il avait l'habitude de s'asseoir. Mm. Ouais, voilà. Mais il y a plein de moments super, super durs là, quand il y a les fascistes aussi qui arrivent dans le village, où tu te dis, ils vont quand même être épargnés là, vu comment ils sont isolés, mais pas du tout. Non. Bah après, là, en me renseignant un peu sur l'histoire et sur ce que racontait Alain Huguetto, eux, ils ont immigré en France et ils se sont fait naturaliser français pile avant le début de la Deuxième Guerre Ouais, c'est ce mondiale. qu'ils disent dans le film. Ouais. Donc ils ont vraiment pu éviter, parce que finalement, quand l'Allemagne a envahi la France, ils sont pas allés jusqu'en Savoie là. Ouais. Du coup, ils ont pu esquiver la colonisation. Après, ils disent ils avaient quand même de l'occupation. il y a eu de hein. l'occupation quand il y a eu Vichy. Oui. Ce qu'il dit, ils étaient pile à la limite entre les deux. Du coup, ils avaient beaucoup de. On le voit à un moment d'ailleurs, ils sont. Il y a des nazis qui arrivent chez eux et tout, Ouais. qui cassent des trucs. Et il y a même une bombe qui tombe sur la maison à la fin. Enfin, c'est ça le truc. Oui. Ouais, Personne complètement. meurt, je crois. Même le gamin, il meurt pas finalement. Non, ouais, ça, ils te font croire que oui, puis Ouais, non. ouais. Mais ça aussi, tu vois, c'est bizarre parce que oui, Ouais. t'as la partie de Il tombe, du sol, tu fais et ah j'étais là. putain, ouais. Il est mort, il est pas mort. Et non, ça va. Ouais. Par contre, l'autre. Et tu sais ce que tu fais. Ouais. Non, parce que là, les morts, je ne peux plus Oui, en c'est prendre. ça. Je Mais peux il y plus en en a- prendre mais il y une en a- de plus, Il y en en a fait. un autre qui meurt parce qu'il tombe d'un arbre, par exemple, tu vois. Ouais. Et du coup, il peut pas aller à la guerre, mais il meurt quand même parce que des suites de sa blessure. Ouais. Et ouais, c'est un peu étrange. Mais tout la partie quand ils sont en France et tout, avec le Tour de France aussi, c'est mignon. Enfin, c'était vraiment des espèces de trucs d'une vieille époque. Ah ouais, c'est vraiment un témoignage d'une Ouais. époque révolue Avec les chansons là. Et qu'on connaîtra jamais et qu'on connaîtra plus jamais. Ouais, c'est ça. Mais c'est drôle, tu sais, il arrive, il dit, mais au final, tu sais, ils s'en sortent pas trop mal. Ils achètent une maison, ils réalisent un peu son rêve, quoi. Et ils ont l'air bien pendant un moment, puis jusqu'à ce que la guerre éclate, malheureusement, là. Ouais. Mais ils arrivent à passer à travers ça. Potion magique? Potion magie. Alors, gros Nébulix, qu'est-ce quoi c'est quoi que tu nous prépares là, copain? Bon, qu'est-ce que t'as préparé? Des trucs, il faut juste que je les retrouve. Où est-ce que je les ai rangés? Ah, j'ai alors plein de choses glanées sur les interviews, sur des documentaires que j'ai regardés à propos de cette époque. Des choses aussi qui ont été alimentées par ce que je savais déjà, de ce qu'on m'a raconté. Je vais commencer par le thème de ce podcast, donc l'animation et la stop motion. La stop motion qu'ils ont choisi de faire, elle est très différente, comme je disais, de celle de Laika. Laika, donc c'est souvent, on en avait parlé sur Paranorman, ils impriment en 3D les lip-syncs des personnages et ils les remplacent image par image. Là, quand je suis allé voir les making-of, ils n'ont pas de bouche, mais en fait, ils ont tout plein de boîtes avec tout plein de phonèmes qui peuvent aimanter et déplacer sur le visage comme ils le désirent. Donc, c'est déjà une autre technique qui est différente. Elle est très proche de ce qu'on a vu pour Ma vie de courgette, cette animation. Et
C'est un rendu général que je trouve qui est assez simple et qui permet de donner voilà, ce côté, comme tu l'as dit tout à l'heure, on ressent bien la pauvreté. Ouais. Et ça a été beaucoup demandé par Alain Huguetto dans le choix des matériaux. Il voulait pas que, par exemple, les maisons elles soient faites avec des fausses briques. Donc, ils sont allés chercher du carton. Ouais. Ils sont allés chercher du carton parce que et tu construis ton. Et en fait, tu vois que tous les décors, c'est des bouts de charbon, des bouts de carton, des trucs à gauche et à droite, comme ça, un peu dégueu. Et ça retranscrit bien ce côté pauvreté. Ouais, puis ça l'ancre dans le fait que c'est une histoire racontée, en fait. Ouais, c'est ça. Ils ont eu des petits défis, notamment un défi dont ils ont parlé qui était la dentelle. Parce que Chesy, elle met de la dentelle. Mais quand tu prends de la dentelle et que tu veux la mettre en stop motion, elle n'est pas à l'échelle. Ouais. Donc c'est très dur de reproduire de la dentelle aussi petite et que ça fonctionne en fait. Donc ça, c'est un problème qu'ils avaient. De ce que j'ai trouvé, ça a été fait à Foliascope, près de Ouais. Valence. Et le tournage a duré 9 mois. Donc c'est en image par image, en stop motion. C'est quand même pas mal, 9 mois. Ouais, même 9 pour un mois. film de stop-mo, c'est Ouais. d'une heure. C'est... Dans les making-of, on les voit entre chaque photo, des fois, repeindre en dessous des chaussures pour que ça soit bien noir. Vraiment, tu voyais que même la technologie qu'ils avaient, c'était un peu de briques et de broc pour essayer que ça aille, que ça donne le mieux possible. Et à ton avis, il y avait combien de plateaux de tournage simultanés ? Parce qu'en stop motion, en fait, nous, par exemple, quand on anime un plan, Ouais. bah, c'est facile. Un plan, tu le dupliques en virtuel sur un serveur. Chacun peut ouvrir l'environnement, chacun peut ouvrir les personnages 4 millions de fois si tu le veux, et tu as Ouais. 4 millions d'animateurs. En stop motion, ça fonctionne par des plateaux qui sont séparés par différents types d'éclairage. Et donc, il y a des gars qui reproduisent les marionnettes à l'identique en Exact. vrai. Mais ils mettent pas 20 fois le même décor. Non. Combien il y a de plateaux de tournage? 2. 8. 8. Et C'est pas beaucoup. Hein. à ton avis, c'était combien l'équipe d'animateurs du tournage en max, le nombre de personnes qui ont animé sur ce film? 8. 19. 19. Ça Ok. pique, hein. Ah ouais. Pour un ordre d'idée, Bah, quand du coup, on le 9 anime... mois, oui, oui. Quand on anime, nous, sur un film en image de synthèse, on est quoi, une équipe de 60, 70 grand max? 70, c'est une bonne grosse C'est une équipe. bonne déjà. grosse équipe déjà, ouais. Et Ouais, donc, moi je dirais entre 40 et 80 pour les plus grosses. c'est ça. Et c'est 4 ans de préparation, le film. C'est 4 ans d'écriture, de storyboard. Et en fait, le truc aussi où, avec la stop motion, tu as moins la possibilité d'avoir d'itération. Donc, tu as moins la possibilité de faire des erreurs. Donc, quand tu pars sur un plan, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu as besoin. Mhm. Donc, ces 4 ans de préparation sont Nécessaires, vraiment ouais. nécessaires, quoi. Après, moi, je vous recommande aussi d'aller voir toutes les interviews de Alain Huguetto qui parle de ce film. Parce que tu vois qu'il a été enquêté dans sa famille. Il a retrouvé des enregistrements sur l'INA de personnes qui vivaient dans le village, en fait, où ses grands-parents venaient. Et en fait, c'est ça. Il a dit, ça ne parle que de pauvreté, qu'ils n'ont pas d'argent, qu'ils ont du mal à trouver comment manger. Interdit aux chiens aux Italiens, est-ce que tu sais, entre guillemets, de quand vient cet écriteau? Et de où? Non, pas du tout. Donc, il y a eu des recherches qui ont été faites pour savoir d'où ça vient. Le tout premier panneau qui a indiqué ceci, c'était en Belgique. Après, ça a été en Suisse et en Savoie. Et après cela, comme je disais, ça a été décliné avec les Juifs, les Arabes, bref, comme j'ai dit, tout le monde y est passé. Et Alain Huguetto dit, il n'y a que les chiens qui sont restés. La voix de Chesira, donc c'est Ariane Ascaride, on en a parlé. Et en fait, c'est en parlant de son enfance à la radio que Alain Huguetto s'est dit, ah mais attends, elle a le même vécu, elle saura donner le corps de voix que j'ai besoin parce que elle comprend ce que c'est, elle comprend. Et sauf que elle a vraiment été rabrouée par son père où c'était vraiment te fais pas remarquer, parle pas italien, tu parles que français. Donc c'était encore plus violent que ce que les parents de Alain ont vécu. Et donc il l'a contacté et puis elle a directement accepté de faire le film. Et dans une interview, il le disait, il fait ce film est un témoignage de ce que nos grands-parents et parents ont vécu. Ils ont connu des guerres et des épidémies, de la misère, et comme eux, nous risquons de vivre la même chose dans le futur. Pour nous donner du courage, j'ai réalisé ce film. Il a volontairement décidé que les personnages de stop motion aient des grands yeux. Et c'est vrai qu'ils sont vraiment très grands, ils prennent beaucoup de place sur le visage, parce que pour lui, c'était vraiment la retranscription de à quoi un migrant ressemble quand il arrive dans un pays où il s'étonne un peu de tout et il essaie de tout comprendre. Et du coup, il est toujours très, très alerte sur tout ce qui l'entoure. Et donc, c'était vraiment une demande. En parlant des décors, on a parlé qu'il avait demandé du carton, vraiment des matériaux pauvres pour faire les décors, mais il a aussi décidé d'utiliser des brocolis pour faire les arbres. Oui, c'est vrai.
Et Il y a des maisons en pastèque. il y a des maisons en pastèque, enfin voilà, plein de choses comme ça où vraiment on voit que c'est de la récup. Ouais. Et qu'est-ce que je pense qui a coûté le plus cher là-dedans, c'était les marionnettes, en fait, de faire les marionnettes Ouais. et tout ça, quoi. Les marionnettes, elles sont assez folles, hein, on les a vues en vrai. Ouais. On avait envie de les toucher, on n'avait pas le droit, mais elles sont Ouais. vraiment. Enfin, c'est vraiment de la bonne qualité. Et puis, la manière dont ils les avaient posées dans l'expo, c'est comme elles sont dans le film, en fait, hein. Ouais. Donc, je Bah, pense. c'est les scènes un peu d'intérieur du film, quoi. Ouais, c'est ça. Et quelques scènes d'extérieur, mais ouais. Mais je vais aller revoir les photos maintenant que j'ai vu le film pour voir un peu les scènes qu'il y avait. Voilà, mais en gros, c'est un peu tout ce que j'ai réussi à trouver autour du film. Il n'y a, pas eu peu beaucoup. d'infos, Il n'y a ouais. pas eu beaucoup de promos, il n'y a Ouais. pas eu beaucoup de Bah, il est sorti distribution. en festival, hein. Ouais, Donc, alors tu vois, il est sorti au festival du film italien à Villerue et ça a été apparemment un gros moment. Ouais. Il est sorti, il a été meilleur film d'animation au film européen. Ouais. Aussi. Tu vois, c'est un des rares films d'animation comme ça que ma famille a regardé Ouais. et a oui, trouvé ça très. A compris, quoi, a trouvé ça Ouais. super touchant et tout. Puis j'ai fait, ah ouais, d'accord, donc ils vous font un film comme ça pour regarder c'est l'animation. ça. C'est un scandale. Non, mais c'est intéressant, bah, comme on disait là, de pourquoi faire l'animation sur ce sujet. Alors oui, on aurait pu faire du live action, mais il y aurait eu un côté presque un peu trop documentaire. Et là, ouais, le côté récit, transmission aussi, passe bien par l'animation, justement. Ouais, non, c'est un bon travail. Et je pense que, ouais, 4 ans de préparation, il a pas dû avoir beaucoup de budget. Ouais. Après, il le dit, lui, c'était. Parce je suis allé voir, il a pas fait d'autres films, il a fait d'autres petits trucs avant, mais pas des gros trucs comme Interdit aux chiens aux Italiens qui a vraiment fait parler Bah, de je lui. crois qu'il avait. Enfin, c'est un budget estimé que j'ai trouvé de 5 millions d'euros, qui est rien du tout. Ah, c'est que dalle, ouais. Ouais. Et puis lui, il est à la retraite, hein. Oui, Il l'a dit, hein, dans une interview, il fait moi, je suis à la retraite, j'ai fait ça pour le plaisir Bah et oui. surtout pour laisser une trace de ce qui s'est passé et un truc qui va rester là pendant des années et que les gens pourront venir revoir et comprendre ce qui s'est passé. Il y a vraiment si vous avez l'occasion de vous taper son nom, puis vous allez voir des interviews où à un moment il est justement au pied du Mont Viso ou dans les montagnes en Savoie Mhm. et il y a un brouillard qui se lève dans la montagne et il regarde la caméra et il fait comment ils faisaient pour se repérer? Ils n'avaient pas de boussole, ils n'avaient rien. Comment ils faisaient pour pas se perdre? Ah, Et, ouais, j'y et- suis allé au Mont Viso et ouais, c'est pas évident, mais il y a eu de la neige. Ouais. Quand j'y suis allé, t'as Et- pas intérêt à quitter le sentier. Hein. C'est ça, et il fait comment tu faisais à l'époque? T'avais rien, aucun des Ouais. moyens qu'on a maintenant. Il faisait tout. Et il le faisait en fait, juste comme tu disais, il le faisait, il se posait pas la question. C'était, bah là, on nous dit qu'il faut être là, faut faire ça. Ouais. Là maintenant, faut faire ça. Et il n'y avait pas d'échappatoire en fait, juste t'acceptais ce que tu devais faire Exact. et t'avançais, quoi. Ok, est-ce qu'on a autre chose à ajouter sur ce film? Regardez-le. Ouais, regardez-le, c'est quand même à voir. C'est un truc assez unique dans le paysage Ouais. de l'animation française. Clairement, ouais. Ouais, ok. On va passer à la conclusion. Conclusion, ouais. Conclusion. Et alors, c'est déjà la fin de ce podcast. Est-ce que tu as une recommandation? Oui, la reco que j'ai pour vous, c'est encore une fois un documentaire que j'ai regardé pour le podcast, que j'ai trouvé vraiment cool. Il est sur le site, la chaîne YouTube de INA France, qui en fait un documentaire que sur ça, sur les Italiens qui faisaient de la migration saisonnière pour aller travailler, avec des images d'archives où tu les vois en train de marcher dans des kilomètres de neige, habillés avec... ils n'avaient rien, parce qu'en plus, ils n'avaient pas des habits très chauds. Et ils avançaient en train d'expliquer comment ils faisaient pour bâtir les murs, les machins et tout. Enfin, c'était vraiment un très beau documentaire. Assez court, mais voilà, je vous recommande là-dessus, quoi, c'est ça. Ok. Et toi? Moi, je vais vous recommander un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui a eu la Palme d'Or à Cannes, qui s'appelle Anatomie d'une chute, Ah ouais. et qui est, je pense, le meilleur film de 2023. Voilà. Pas sans hésitation. Propre. Ouais. À l'aise. Voilà. C'est juste c'est un drame judiciaire d'une justesse rare, et les acteurs sont tous très bons, même le chien. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais c'est vrai, jamais vu un chien jouer aussi bien.
Donc, très impressionnant ce film. La prochaine fois, de quoi on vous parle ? La prochaine fois, on vous parle de Paprika. Oh yes, ça va être encore un bon moment. Ça va Ça. un gros morceau, ça. Donc, soyez là. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à vous abonner pour ne pas rater les suivants, que ce soit sur YouTube, sur Spotify. Vous pouvez nous mettre aussi 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez nous mettre un pouce en l'air sur la vidéo, etc., etc. Merci de nous avoir écoutés. Et n'oubliez pas, allez voir des films d'animation. Ciao tutti.